cette conférence. Je vous remercie d'être présent. Je remercie aussi les intervenants qui vont se présenter à vous pour parler de ce sujet, en fait, du mix énergétique dans le transport routier de marchandises. Alors, cette conférence, en fait, on s'est appuyé sur des intervenants qui ont travaillé sur le sujet dans le cadre d'un livre blanc qui a été fait par la Fédération française de la carrosserie, par la plateforme de la filière automobile et par l'Association française du gaz naturel véhicule. Et donc ces intervenants, la plupart en tout cas d'entre eux, ont participé à ce travail dont la conclusion était de dire qu'en fait toute énergie alternative a sa place. Et en particulier, nous allons parler aujourd'hui du gaz, de l'électricité batterie et de l'hydrogène. Voilà. Donc on va commencer donc, par les constructeurs de véhicules. Jean-Luc, je vais te passer la parole pour présenter la partie Renault Trucks. Donc il y avait un support visuel pour cette partie-là. Voilà, si on peut avoir en image la première intervention Renault Trucks sur la présentation de la société. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le sujet, vous le voyez, quel carburant pour quel usage. Donc, je vais commencer par présenter la société Renault Trucks. Si vous pouvez envoyer le slide suivant. Alors, la marque Renault Trucks appartient au groupe Volvo, marque mondiale Volvo. Qu'est-ce que c'est Volvo? C'est 90 000 employés de par le monde. On est présent dans 190 marchés, donc on couvre la quasi-totalité des pays mondiaux. On produit nos véhicules industriels, nos bus, dans 18 pays. Et nous avons commercialisé l'année dernière 190 000 camions. Alors, le groupe Volvo, il y a plusieurs marques. Il y a des marques évidemment très, très connues, très identifiées comme Renault Trucks. Il y a bien sûr la marque Volvo, la marque Mack qui est très présente sur le marché nord-américain. Il y a également des marques présentes sur les marchés indiens. Et dans le cadre d'une joint venture, nous sommes également associés au chinois Dongfeng. Donc, on commercialise nos 190 000 véhicules à travers ces 6 marques-là. Plus spécifiquement sur la marque Renault Trucks, donc ça représente 9 000 personnes en France. La totalité de nos véhicules sont produits en France. Il n'y a pas de production à l'étranger, on aime bien le rappeler. Ça nous permet d'affirmer clairement qu'on est un producteur 100% français. On a 1440 points de vente et de services à travers le monde. Plus particulièrement pour la France, ça représente 370 points de service pour 90 départements, donc vous ferez le calcul vous-même. Et nous avons vendu 50 000 camions à travers le monde entier. Notre part de marché en France, on vend globalement un véhicule industriel sur 3. Voici pour la partie présentation. Voilà, très bien. Donc, on va passer maintenant à un deuxième constructeur. Donc, on demandera tout à l'heure à Renault Trucks sa position. Et j'ai demandé particulièrement à Renault Trucks ce témoignage parce qu'ils ont une gamme assez large sur les énergies alternatives. Je crois que c'est peut-être la gamme la plus large chez les constructeurs de véhicules industriels. Mais j'ai demandé également à un constructeur de véhicules légers, Fiat, qui a fait un choix très marqué sur une énergie alternative. De participer à ce travail. Et donc, Christophe, si tu peux nous présenter déjà Fiat. Alors, il y a une présentation spécifique? Non. Bon. Juste quelques chiffres. Alors, je ne suis pas Yves Lecomte, mais Christophe Uséo, en charge des relations presse du groupe Fiat en France et coordinateur de cette thématique écologique, notamment avec la FGNV. Donc, ne passez pas la présentation, s'il vous plaît. Quelques chiffres sur le groupe FCA, donc Fiat Chrysler Automobile. Le groupe est né de la fusion du groupe Fiat, que l'on connaît bien, avec le groupe Chrysler, de la fusion ayant été opérée à partir de 2004 sous l'impulsion de Barack Obama. Donc, nous opérons avec les marques Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, également Dodge, Ram, des marques américaines. On opère aux États-Unis, en Amérique latine, et en Europe et en Chine, beaucoup avec Jeep.
Le groupe aujourd'hui est le 7e constructeur mondial avec un peu plus de 4,7 millions de véhicules VP et de véhicules utilitaires. Nous employons 280 000 personnes dans le monde avec un outil industriel réparti à peu près équitablement dans le monde. On est très présent dans la technologie du gaz, du GNV, mais ça sera l'objet de cette deuxième partie. Voilà, merci Christophe. Donc voilà les deux constructeurs qui vont donner leur position sur leur stratégie sur les énergies alternatives que sont le gaz, l'électricité et l'hydrogène. J'ai demandé également à deux fournisseurs d'énergie et au premier d'entre eux, Total, qui est le fournisseur de carburant classique, de nous donner également tout à l'heure sa position sur le sujet. Mais avant tout, pourrais-tu, Arnaud, présenter, si c'est besoin, si c'est nécessaire, Total? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le groupe Total est relativement bien connu malgré tout en France, principalement pour ses activités de station-service et distribution de carburant. Alors Total, aujourd'hui, je pense beaucoup plus qu'hier, et ce sera toujours le cas demain, plus qu'un gazier, plus qu'un pétrolier. Aujourd'hui, Total, c'est vraiment un énergéticien dont l'ambition majeure est d'être et de devenir la major de l'énergie responsable. L'énergie responsable, c'est une énergie abordable, une énergie disponible, une énergie propre pour tous, et en maîtrisant les consommations d'énergie, en maîtrisant les émissions associées à ces différentes énergies. Alors, le groupe Total, en chiffres, je me suis restreint au domaine de la mobilité, avec un réseau dans le monde qui couvre une présence, en tout cas Total, dans une centaine de pays, un réseau qui représente plus de 16 000 stations-service dans le monde. Et je pense qu'on est en plein cœur du sujet aujourd'hui avec le mix énergétique, puisqu'aujourd'hui, Total, le motto, c'est chaque usage son carburant. Et effectivement, on délivre aujourd'hui pas moins de 8 grandes familles de carburants dans les différentes zones, dans les différents pays et régions, et pour nos clients qui ont des usages et des missions variés. J'ai cité ici l'essence, l'éthanol, le diesel, le GPL, les carburants du gaz naturel, le GNC, le GNL, l'hydrogène et l'électrique. Mais on y reviendra un petit peu plus dans le détail dans quelques minutes. Mais simplement un petit focus ou un petit teasing sur les 3 énergies alternatives. Le GNV, aujourd'hui, pour le groupe Total, c'est déjà plus de 500 points de distribution, donc 500 stations-service dans le monde, sur 3 continents, en Asie, en Europe et en Afrique. Puisqu'en Europe, on a plus de 200 stations-service déjà disponibles à la marque Total et à S24 pour livrer du carburant GNC ou GNL. On n'est pas en reste sur la mobilité électrique, puisqu'on héberge déjà 100 points de recharge rapide sur nos stations-service en Europe, ainsi que l'opération de quelques concessions en ville en Europe, et en particulier aux Pays-Bas, pour plus de 1000 points de recharge électrique, charge lente publique. Et puis on connaît aussi très bien l'hydrogène, on a une grande expérience cumulée depuis 10 à 15 ans derrière nous, avec 17 stations même en Europe, principalement en Allemagne, mais aussi des stations pour des flottes captives de bus en Belgique et aux Pays-Bas. Voilà. Bon, on a bien fait de te demander ton avis en fait sur les énergies alternatives. Voilà, c'est un sujet que tu connais. Et puis je voudrais maintenant donner la parole au dernier intervenant, parce qu'il était prévu d'avoir le groupe La Poste, mais visiblement compte tenu des problèmes d'accès au salon, ils ont décliné l'invitation au dernier moment. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que le groupe La Poste utilise les 3 énergies, le gaz, l'électricité et l'hydrogène. Donc il nous aurait donné une vision assez pratique, parce que vous voyez, cette table ronde, elle est uniquement constituée d'industriels. On n'a pas de lobby ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des gens qui vendent ou qui utilisent ces carburants alternatifs. Et donc, je voudrais donner la parole au leader mondial des gaz industriels qui s'est lancé avec succès dans la mobilité il y a quelque temps déjà maintenant, de nous donner sa position. Mais Luc, pourrais-tu d'abord nous présenter le groupe Air Liquide et peut-être la partie mobilité? Donc, je suis Luc Vandeval, directeur commercial en charge du développement de la mobilité propre chez Air Liquide, notamment dans la partie biométhane. Le groupe Air Liquide, je pense que vous le connaissez, on ne va pas faire une longue présentation. On est leader mondial des gaz, des technologies et services pour l'industrie et la santé.
et on intervient donc dans ces différents domaines avec des métiers, je dirais, plutôt traditionnels que vous connaissez certainement. On a eu trois bonnes raisons en fait de développer de la mobilité propre, principalement autour de 3 vecteurs d'énergie sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, auxquels on associe une brique technologique qui nous permet aujourd'hui de proposer des solutions de mobilité à base d'hydrogène, à base de biométhane, CH4, et aussi d'azote sous une forme de technologie pour la température dirigée. Donc on va détailler ça tout à l'heure dans la présentation. Merci Luc. Bon, donc maintenant on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet après cette présentation. Je voulais cette présentation parce que, encore une fois, ce sont des industriels qui vont donner un petit peu la vision qu'ils ont sur le développement de ces énergies alternatives, sachant que l'un d'entre eux, ici présent, à qui j'avais posé la question mais que je ne nommerai pas, je lui avais dit mais c'est quoi les énergies de l'avenir? Il m'a dit moi je vends ce que les clients demandent. Voilà. Donc on va voir comment chacun réagit par rapport à ça. Donc je vais repasser tout d'abord la parole au constructeur, d'abord à Renault Trucks. Pour nous, donc Renault Trucks, c'est quand même important, hein, c'est un camion sur 3 en France. Un camion sur 3 en France. Oui. Voilà. Et donc j'aimerais avoir ta vision sur les différentes énergies, comment Renault Trucks aborde ce sujet des énergies alternatives, enfin les 3 dont on parle, hein, gaz, électricité, hydrogène. Très bien. Alors, effectivement, en tant qu'industriel et leader du marché français, on a été impliqué très très tôt dans les évolutions du marché, quel type d'énergie on va utiliser. On ne s'est rien interdit, on a travaillé absolument sur tous les segments et aujourd'hui on a des véhicules qui tournent soit en phase de test, soit en phase de test beaucoup plus aboutie, soit en commercialisation, sur du gaz, sur l'hydrogène, sur l'électrique, etc. Alors, je vous propose de balayer tout ça. Alors, en préambule, j'aimerais dire déjà que bon, parfois on a tendance un peu à se flageller dans nos professions, mais il y a quand même eu des efforts considérables qui ont été faits sur les baisses d'émissions. Le grand public ne s'en rend pas toujours compte, mais entre la première génération d'Euro en 1993, donc il y avait à peu près 25 ans, et aujourd'hui, on a assisté quand même à une baisse des émissions d'oxyde de 98%, ce qui n'est pas neutre, on est proche du zéro. Donc ça, c'était un premier prérequis. Le deuxième, on est conscient aussi qu'il faut encore aller plus loin, notamment sur les émissions de CO2. On entend tous parler des gaz à effet de serre, et en tant qu'industriel, évidemment, on a dû également trouver des solutions par rapport à ça. Finalement, et c'est ce que Slide essaye de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de solution ultime, idéale, voire unique. Il y aura vraisemblablement plusieurs solutions dont on devra disposer, qu'on devra proposer aux clients. Alors la vision de Renault Trucks est la suivante. On va déjà distinguer aujourd'hui trois segments qui sont différents. Vous allez avoir les véhicules long routiers. C'est un marché qui représente environ 50% des ventes de véhicules industriels en France. Vous avez les véhicules régionaux, donc une activité extrêmement concentrée. Une flotte régionale à Paris va faire 250-300 km par jour maximum, et des véhicules urbains. Et pour tous ces différents segments, on pense en tant qu'industriel chez Renault qu'il y a vraisemblablement plusieurs solutions. Et donc on a travaillé sur plusieurs solutions. La première déjà, le diesel reste une solution qui, en termes énergétiques, de rendement, est une solution qui fonctionne aujourd'hui parfaitement bien. Dire qu'on veut moins de diesel ne veut pas dire non plus qu'il faut complètement arrêter le diesel. Ce n'est pas notre vision des choses, parce que c'est un produit qui est mature, qui est correctement distribué. Il est facile d'accès sur tous les axes importants des différents réseaux européens. Ensuite, il y a la partie régionale. Là aussi, on pense que le diesel peut encore avoir un avenir sur ces marchés-là, vraisemblablement avec des diesels de synthèse qui seront nettement moins émetteurs de CO2 que les diesels actuels. Là aussi, en ce qui nous concerne, tous nos moteurs Euro 6 Step C sont aujourd'hui prêts à recevoir ces nouveaux carburants. Ensuite, pour la partie urbaine, il est clair qu'aujourd'hui, que toute la partie gaz est une solution complètement pérenne et mature. C'est-à-dire mature techniquement, elle fonctionne.
commercialisons des véhicules 19 tonnes, 26 tonnes, etc. en gaz, et solutions qui fonctionnent parfaitement pour un usage urbain. Des solutions qui sont éprouvées, qui ne sont pas forcément nouvelles, on les maîtrise depuis plusieurs années. On a, sur l'ancienne génération de véhicules, on commercialisait déjà des véhicules au gaz, et donc on a cette expertise-là. Cela dit, notre vision, et elle est relativement à court terme, c'est aussi d'aller un peu plus loin. C'est qu'on est convaincu que pour les véhicules strictement urbains, il existe aussi des solutions en électrique. Sur vraiment pour les véhicules urbains, donc en intramuros, qui ont l'avantage d'être à zéro émission. Qui viendront en complément, bien sûr, du gaz, mais c'est une solution qu'on croit pérenne aussi. Lorsque je vous parle de court terme, ce sont des véhicules qu'on va commencer à mettre sur le marché à partir de l'année 2020, donc les phases de test sont terminées. Ce sont des véhicules, on va commencer par un certain nombre de segments très spécifiques, très clairement les bennes à ordures ménagères, parce que le coût le justifie, le modèle économique de la benne à ordures ménagères le permet. Donc ce sont les premiers véhicules qu'on va commencer à commercialiser. Et ensuite, ça sera le cas de la gamme distribution. Donc ça, c'est notre vision sur les différentes énergies. Donc un marché qui peut se décaler davantage sur l'électrique, sur la partie urbaine, avec des diesels améliorés, des diesels synthétiques pour ce qu'on appelle dans notre segment le long haul. Bien sûr, on travaille également sur des solutions hydrogène. On a un véhicule qui tourne à la Poste, dommage qu'ils ne soient pas là pour nous faire part de leur retour d'expérience. Donc on ne s'interdit rien non plus. Alors, sur la partie hydrogène, il faudra quand même organiser la filière de distribution qui aujourd'hui n'est pas en place, contrairement, on l'a vu d'une manière complètement mature sur d'autres énergies. Donc il reste un challenge autour de ça. Donc pour résumer cette première partie, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. C'est le premier message qu'on aimerait vous transmettre. On est prêt. Pourquoi on parle d'électrique aussi? On a une vraie expertise dans le groupe Volvo, puisque toute notre partie Caribus fonctionne déjà à l'électrique. Donc on bénéficie de ces transferts de technologie pour développer sur nos propres véhicules industriels. Alors moi j'ai une petite question quand même déjà sur le sujet, parce que Renault Trucks, on les connaît bien, ils sont adhérents de la FGNV, ils sont adhérents de l'AVER aussi, je suppose. Oui. Voilà. Donc ils ont cette vision large. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, parce que là apparemment tu ne vois pas d'avenir à l'électrique sur le long routier. Non, alors il y a eu récemment quelques annonces. Il y a un constructeur américain spécialisé dans le véhicule qui annonce effectivement la commercialisation de véhicules tout électriques pour le routier. On pense que, alors, techniquement, ça peut complètement fonctionner. Aujourd'hui, il faut emmener 9 tonnes de batterie pour que ça fonctionne. Donc c'est techniquement complètement faisable. Mais ce sont 9 tonnes de batterie à emmener, mais ça ne va pas avoir le même rendement qu'un réservoir de 250 litres de gazole. Donc techniquement, ça marche. On est convaincu aussi que le débat n'est pas uniquement autour de l'autonomie. Annoncer 800-900 km d'autonomie, certes, c'est spectaculaire, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas le seul débat. Parce qu'aujourd'hui, finalement, lorsqu'on analyse l'organisation du transport routier, il y a peu de transporteurs qui font 800 ou 900 km d'une seule fois. Donc annoncer un véhicule en 2019 capable de faire 900 km d'autonomie, techniquement c'est faisable. On n'en voit pas complètement l'intérêt économique. On pense par rapport à ça qu'il restera une partie importante de marché diesel ou de biodiesel, de diesel synthétique sur le grand routier. Ouais. D'accord, j'ai une deuxième question qui est non plus sur l'autonomie, mais sur l'aspect coût total de possession des véhicules. Donc sur le gaz, on voit bien, on commence à voir à peu près quel est le modèle économique du gaz. Sur l'électrique, qu'en est-il sur justement, alors il va y avoir un surcoût important du véhicule, un coût assez faible du carburant, si j'ai bien compris. C'est ça. Comment tu vois un peu l'équilibre économique? Quand est-ce que tu le situes sur cette échelle de temps? Alors, effectivement, ce sont deux questions qui sont très importantes. Parce que soit on a un véhicule qui est cher avec une énergie qui ne l'est pas, donc ça fonctionne. Soit on a un véhicule qui n'est pas cher
Et avec une énergie qui laisse, ça peut fonctionner aussi. Ce qui est certain, ce qui ne fonctionne pas, c'est un véhicule cher avec une énergie chère. Parce que là, le modèle économique, il ne va pas être pérenne. Alors, on parle de véhicules de distribution, et je le rappelle en début d'intervention, on va commencer par des bennes à ordures ménagères. Parce que là, effectivement, en termes de maîtrise de coûts de détention du véhicule et d'exploitation, là, aujourd'hui, à ce stade-là, on est convaincu que c'est un véhicule qui est rentable en termes d'exploitation. Ça ne l'est pas encore pour les autres véhicules, soyons clairs, tout simplement parce qu'on a besoin de rentrer dans un processus d'industrialisation, que ce soit nous-mêmes ou avec les fabricants de batteries, qui nous permettront à terme de faire baisser nos coûts d'industrialisation et là, effectivement, de déployer les matériels et véhicules industriels vers d'autres marchés. Donc notre première cible, je le disais, c'est effectivement tout ce qui est environnemental au sens large, parce qu'il y a des contraintes écologiques qui vont être fortes et que les municipalités n'accepteront plus d'autres véhicules que des véhicules, on a la faiblesse de le penser, à zéro émission. Donc il y a un vrai marché qui va commencer à se déployer autour de ces industriels-là, ces partenaires-là. Ok, ben merci beaucoup. Donc je vais passer maintenant la parole à Fiat, qui a une longue expérience sur une des énergies alternatives. Oui. Donc, écoute, Christophe, merci. À toi. Le contexte pour le groupe FCA, il est le suivant. Nous, comme tous les autres constructeurs, on n'exclut aucune solution. Donc, on travaille sur l'efficience de nos moteurs thermiques. Les normes Euro 6D sont rentrées en vigueur pour les nouveaux véhicules homologués l'année dernière. Ces normes sont encore plus contraignantes et donc on doit travailler sur l'efficience de nos moteurs traditionnels. On travaille également sur le comportement du conducteur, puisque si monsieur prend la même voiture que moi, on pourra avoir jusqu'à 20% de consommation parce qu'on n'a pas la même manière de conduire, en fait. Donc ça, on a des petits logiciels embarqués qui permettent aux gens d'acquérir des données sur la manière de conduire et d'être plus efficients et de réduire leurs émissions, leur consommation et leurs émissions de 20%. Et puis, on travaille sur les énergies alternatives. Effectivement, on a aux États-Unis une 500 qui roule, qui est électrique. On a aux États-Unis également un monospace Chrysler Pacifica qui est hybride et qui est d'ailleurs testé par Alphabet, la maison mère de Google, en véhicule autonome. Sans parenthèse sur l'actualité de cette semaine sur l'accident qui est survenu aux États-Unis. Et on a une très très longue expérience effectivement sur les véhicules au gaz. En fait, si on fait un rappel historique, Gilles, la molécule de méthane, CH4, a été découverte par un Italien, un physicien qui s'appelle Alessandro Volta. Donc il n'a pas simplement découvert la pile voltaïque, mais également en observant une putréfaction de végétaux. Il a observé. Est-ce qu'il a dit quelle était sa meilleure découverte, le gaz ou l'électricité? Non, il n'a pas dit ça. Et voilà, donc c'est historique quelque part en Italie. J'aime aussi à rappeler qu'après le premier choc pétrolier, en France, on disait on n'a pas de pétrole, on a des idées. Bon, quand on fait le constat 20 ans plus tard, on est quand même très dépendant du pétrole, alors que l'Italie a très tôt, et dès le premier choc pétrolier, pris le pli de développer des énergies alternatives comme le gaz, GPL ou GNV. On a fait de même au Brésil, où en fait on développe des véhicules qui fonctionnent à l'alcool de canne à sucre. Donc le GNV, c'est une solution que l'on maîtrise depuis plus de 20 ans. On est leader en Europe. Et en tout cas, quand on balaie le scope des solutions qui sont aujourd'hui proposées, nous considérons qu'en Europe, compte tenu de la maturité des technologies, notamment des batteries électriques ou des autres technologies, la meilleure solution à proposer aujourd'hui, en véhicule particulier comme en véhicule utilitaire, c'est le GNV. Surtout qu'émerge aujourd'hui donc le bio-GNV qui présente un bilan carbone encore bien meilleur. Alors, on est parti sur la fin. Je remonte. Hop, pardon. Voilà, je mettais atout écologique. Le GNV permet de réduire les émissions de CO2 de 23%. Et en bio-GNV, c'est même jusqu'à 80%. Et on a des beaux exemples en France, Gilles, d'agriculteurs qui créent des sociétés d'économie mixte, hein, c'est ça leur statut, qui aujourd'hui, plutôt que de dépendre dans les champs leur fumier, leur lisier, ils en font de la méthanisation et par différentes filtrations, c'est du biogaz qui est injecté dans les réseaux. Et les agriculteurs, notamment à Mortagne, que nous avions rencontrés lors de notre Tour de France Fiat du bio-GNV en novembre dernier, disaient qu'ils avaient gagné de l'argent l'année passée, non pas par leur activité d'agriculteur, mais parce qu'ils avaient revendu ce
biogaz à GRDF. GNV, autre atout, donc réduction des NOx, 52%, et puis les particules, il n'y en a quasiment pas. C'est aussi des atouts économiques, puisque le gaz aujourd'hui en France est vendu à 1,10 € le kilo, et 1 kilo de gaz c'est équivalent à 1,7 litres de carburant. Il y a des avantages également fiscaux grâce à l'action de la FGNV. La TICPE est gelée pendant 5 ans. Et on a pour les véhicules égaux ou supérieurs à 3,5 tonnes. Donc dans notre gamme utilitaire, en première slide, vous aviez les 3 véhicules proposés, le Fiorino, le Doblo Cargo et le Ducato, un suramortissement de 40% qui est proposé. Alors comment on avance, Gilles ? Tout simplement. Voilà. L'autre avantage des véhicules GNV et bio-GNV, c'est notamment par rapport en comparaison aux véhicules électriques, et encore une fois, compte tenu de l'état de recherche sur l'autonomie des batteries, c'est l'autonomie proposée par nos véhicules, hein, puisque nous sommes sur des solutions hybrides essence GNV. Donc le véhicule démarre toujours à l'essence pour fonctionner un minimum les pompes. Puis ensuite, on passe automatiquement au GNV et un bouton permet de commuter de l'un à l'autre automatiquement. Et j'indiquais ici l'autonomie des réservoirs d'essence. On a 15 litres sur le Ducato, 22 litres sur le Doblo Cargo, ce qui permet d'avoir une autonomie cumulée de 500 jusqu'à 991 km. Donc c'est-à-dire que c'est aussi moins anxiogène pour le conducteur. Quand il n'a plus de gaz, il a le temps de rejoindre la station GNV la plus proche, sachant que le réseau de stations se densifie à une vitesse accélérée. L'autre avantage de ces véhicules GNV, c'est qu'ils sont plus silencieux que le diesel. Donc c'est bien pour le conducteur, c'est bien pour les riverains. Vous avez ici une photo qui montre que comme ces installations GNV sont montées en usine, donc on a un vrai savoir-faire en la matière, ça permet de préserver pour les véhicules utilitaires leur volume de chargement, puisque les bonbonnes sont situées sous le plancher. C'est valable pour tous nos véhicules utilitaires. Voilà, autre avantage, le montage en usine. Comme le montage se fait en usine, les véhicules sont crash testés également avec les bonbonnes, donc ils sont parfaitement sûrs. Montage usine, garantie constructeur pendant 2 ans avec des extensions de garantie possibles. Ce sont des véhicules aujourd'hui qui bénéficient d'aides régionales, j'ajouterais même des aides municipales, puisque la mairie de Paris octroie des aides pour l'achat de véhicules GNV. Et la maintenance est équivalente à un moteur essence. Voilà, quelques exemples de tarifs dans notre gamme. On a quand même, on le voit, un Fiorino GNV qui est moins cher qu'un Fiorino diesel, moins cher de 500 €. Et vous avez ici les tarifs du Doblo Cargo et du Ducato. Ouais, ce qui veut dire qu'un véhicule moins cher avec un carburant encore moins cher. Et des aides régionales. Ce qui veut dire que le véhicule est rentable dès le premier kilomètre. Je vois que tu es très fort en mathématiques, Gilles. Oui, je viens de regarder ça, là, c'est assez impressionnant. Oui. Et alors pourquoi vous n'en vendez pas plus ? Certainement que le frein aujourd'hui, c'est la connaissance qu'ont les artisans, les professionnels de ces solutions. C'est aussi quelque chose de nouveau, donc peut-être un peu d'appréhension. Et ne nous cachons pas, je pense que la densification du réseau de stations nous aidera. Et j'en discutais tout à l'heure avec le vendeur Fiat Professional sur notre stand. Ils sentent sur cette édition du USITL un engouement bien plus fort que les années passées, parce qu'on sait que le réseau de stations est en train de se densifier. Alors merci pour la transition, parce qu'on a vu les véhicules. Donc globalement, alors on a parlé très peu d'hydrogène sur les véhicules. D'abord parce que Renault Trucks a cette offre qui est peut-être au niveau de prototype, c'est ça aujourd'hui ? C'est ça, on a un véhicule hydrogène qui tourne avec la Poste, donc on a un retour d'expérience par rapport à ça, mais ça reste un prototype à l'heure où on se parle. Ouais. D'accord, et Fiat n'a pas de véhicule hydrogène ? Non, on n'a pas de véhicule hydrogène, et si on se réfère à la prévision 2050 de l'ADEME, l'ADEME situe le marché ainsi à 2050, c'est un tiers de véhicules électriques, un tiers de véhicules hybrides électriques, un tiers de véhicules hybrides gaz. La technologie hydrogène est chère, les batteries également ont peu d'autonomie, donc ce n'est à ce jour pas une solution que l'ADEME entrevoit. D'accord, et sur l'électrique, votre position ? Je disais, on a la 500 électrique, donc on maîtrise cette technologie. On considère malgré tout qu'en Europe, par rapport à des professionnels, la meilleure solution, c'est le GNV et surtout le bio-GNV.
D'accord. Donc maintenant, on va passer au réseau de stations, que ce soit pour le gaz, l'électricité ou l'hydrogène. Donc on a vraiment deux spécialistes, un des carburants, un des gaz industriels. Donc Arnaud, si tu peux nous éclairer sur la stratégie du mix énergétique, sachant que je vais le trahir, c'est lui qui m'avait dit, nous on vend ce que le client nous demande. Voilà. C'est pas sympa ça. Hein. Mais donc vous êtes tous les bienvenus à la fin de cette conférence. Non, alors, le groupe Total, évidemment, vis-à-vis de la mobilité, déjà je voulais peut-être rappeler deux des challenges de la mobilité. Le premier, c'est évidemment le réchauffement climatique. Donc c'est lutter contre les émissions de gaz à effet de serre avec en première ligne les émissions de CO2. Et le second, auquel la mobilité doit répondre, c'est la qualité de l'air. Donc l'impact des véhicules du transport de la mobilité sur les émissions polluantes et toxiques dans l'enceinte de ville ou dans l'enceinte de certaines zones. Alors pour relever ces challenges, on dispose déjà de solutions pour une mobilité durable à partir de solutions existantes, comme il a été rappelé par mes confrères juste avant moi, en améliorant l'efficacité énergétique des véhicules existants, que ce soit des véhicules au diesel, que ce soit des véhicules au GNV, demain à l'électrique et après-demain à l'hydrogène. Ça fait partie donc de notre mission de consommer moins d'énergie pour réaliser ou pour transporter une tonne de marchandises. Dans cette optique-là, le groupe Total propose déjà des solutions à travers ses carburants de performance, ses carburants additivés tels que Total Excellium, ou des lubrifiants de performance qui permettent des économies de carburant à la fin de chaque mission. Le deuxième des trois leviers dont on dispose, c'est contre le réchauffement climatique, c'est d'incorporer de plus en plus de molécules issues d'un développement d'origine renouvelable. Et ça, c'est valable, cette fois encore, pour l'ensemble du mix énergétique. Ça l'est tout autant pour l'essence, avec l'éthanol, que pour le diesel, avec des carburants paraffiniques de synthèse ou avec l'incorporation de biocarburants, de biodiesel. Je rappelle que le groupe Total est à ce titre le premier distributeur en Europe de biocarburants. Et ça l'est donc aujourd'hui pour le GNV, avec le bio-GNV, et ça l'est aussi pour l'électrique et pour l'hydrogène, puisqu'on doit se poser la question de l'origine de l'énergie primaire, comment est-ce qu'elle a été produite, tant pour l'électricité que pour l'hydrogène. Et puis le troisième levier, c'est bien évidemment de changer de technologie, de profiter de nouveaux atouts, de nouvelles énergies. Et ça, c'est ce mix énergétique dont je vais parler. Je vais reprendre la télécommande. Merci Gilles. En commençant par le gaz. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé par le GNV, sous sa forme comprimée GNC ou liquéfiée GNL? C'est parce qu'aujourd'hui, ça nous semble être la solution déjà disponible, crédible et qui permet de couvrir tous les usages. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans ce détail, mais le gaz naturel aujourd'hui, c'est une alternative crédible parce qu'elle répond déjà à toutes les contraintes les plus sévères en termes d'émissions réglementaires, d'émissions polluantes. Elle répond aux normes Euro 6, d'une façon très, très élégante en tout cas, avec des organes de post-traitement limités et avec probablement plus de potentiel pour répondre à des normes plus sévères demain. Elle est crédible aussi parce qu'elle permet de limiter les nuisances sonores et donc de pouvoir peut-être étendre ses activités plus facilement pour des usages nocturnes ou dans des zones où la nuisance sonore est quelque chose de réglementé. Elle est crédible aussi parce qu'elle est très compétitive économiquement, sinon meilleure pour certains usages, avec les technologies actuelles. Donc, tous ces vecteurs-là permettent aujourd'hui de faciliter la conversion sur des énergies conventionnelles vers l'énergie du GNV. Juste une petite question. Sur cet aspect du gaz, là, vous avez pris la décision d'y aller quand à peu près, enfin, à quel moment? Alors, c'est une réflexion qui date d'une dizaine d'années, mais il y a eu un premier passage en 2005. Et puis aujourd'hui, c'est véritablement depuis les 2-3 dernières années que le groupe Total a décidé d'accélérer la mise en œuvre et son application et le déploiement de solutions gaz naturel partout en Europe. Et je le rappelais en introduction, dans le monde également, et ça depuis plusieurs années. Parce que vous êtes aujourd'hui autant pétrolier que gazier, c'est ça? Dans votre activité globale? Alors non, on est plus gazier que pétrolier. Plus gazier maintenant. On est plus gazier que pétrolier, et ça depuis quelques années.
Aujourd'hui, on produit entre 50 et 55% de gaz, et donc l'inverse en pétrole brut. Donc c'est une ambition forte qui est portée par le groupe Total dans l'ensemble des activités du groupe, et en particulier pour la mobilité. Et je reprends en effet, c'est d'autant plus une réalité aujourd'hui que c'est une solution disponible. Alors mes collègues constructeurs viennent de le rappeler, il y a des solutions en gaz naturel qui existent sur l'ensemble de la gamme. On ne parle pas des véhicules légers aujourd'hui, mais c'est aussi une solution existante pour les véhicules légers. Mais c'est une solution existante depuis les véhicules utilitaires jusqu'aux tracteurs permettant de réaliser des missions longues avec des autonomies, quand on est en GNL, qui peuvent atteindre plus de 1000 km. Je pense jusqu'à 1500 km sur des options double réservoir. En GNC, c'est la même chose. On a tendance à avoir dans la construction collective des autonomies limitées à 400-500 km. Pour des solutions poids lourds porteurs, c'est des autonomies qui peuvent aller jusqu'à 800 km et plus sur certains types d'usages. Donc le gaz naturel est véritablement aujourd'hui une solution de conversion, une alternative crédible aux solutions conventionnelles. Et quand je rappelais qu'en effet le groupe Total, sur ta question Gilles, était engagé au développement du gaz, ça s'est traduit très concrètement l'an dernier par un objectif qui a été, je crois, communiqué il y a 1 an jour pour jour au SITL, de déployer 350 stations et d'opérer 350 stations en Europe, donc qui couvrent la France, l'Allemagne et le Benelux, les 3 pays du Benelux, et de devenir le leader en Europe en 2022 de la distribution du GNV à travers le groupe Total, qui comprend les marques Total, AS24 et Pitpoint, qui est une société nouvellement acquise et qui est experte de la conception et de la distribution du GNV. D'accord, donc on va avoir des stations pour le gaz. On va avoir des stations pour le gaz, on a déjà des stations pour le gaz. Aujourd'hui, on est à 7 ou 8 stations GNC en France qui ont été nouvellement ouvertes. Et en 1 an, et dans les années qui viennent, donc on se projette en France à un rythme de 20 stations par an à compter de 2019 pour atteindre un objectif de 110 stations en France à 2022. Donc c'est un bel objectif puisqu'il s'agit de stations qui ont l'ambition d'être à un niveau de performance très satisfaisant, sinon le meilleur du marché, accessible aux poids lourds et avec la même qualité de service qui est connue pour les carburants conventionnels. Ce sont des stations qui sont dans les stations classiques, ce sont des pompes gaz qui sont dans les stations classiques, c'est ça? Ça va être la majorité des cas de figure. Et on ne s'interdit pas d'étendre nos réflexions à tout type de demande qui nécessiterait une alimentation en gaz naturel, que ce soit des stations privatives, donc à accès privé pour un usage exclusif d'un de nos clients, et ainsi que des stations qui soient des stations à accès public, mais qui ne distribuent que du gaz naturel, sous sa forme comprimée ou sous sa forme liquéfiée. Très bien. Alors, pour aller plus loin, idéalement, je dirais, si on souhaite limiter les émissions et être sur des véhicules zéro émission, il faut penser à des énergies telles que l'électrique. L'énergie électrique, en effet, il n'y a pas de rejet à l'échappement. Donc d'un point de vue qualité de l'air et même d'un point de vue nuisance sonore, je pense que c'est ce qui existe et ce qui est idéal. En revanche, il y a un certain nombre de limites à la technologie électrique. Alors qu'on a cité et qu'on connaît tous, c'est aujourd'hui peut-être le coût d'acquisition, mais surtout l'autonomie qui va privilégier l'usage de véhicules électriques sur des missions bien identifiées, sur lesquelles les trajets sont courts, les trajets sont maîtrisés, et qui permettent finalement d'avoir une gestion intelligente de sa flotte ou de ses véhicules, avec une logique de retour à la base pour pouvoir recharger les véhicules quand ils ne sont pas utilisés. Donc c'est pour ça, je pense que on ne s'attend pas à court ou moyen terme à la pénétration de technologies électriques sur des distances régionales, sur des distances nationales ou internationales. Mais on peut estimer que dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, des solutions pour la livraison urbaine puissent en effet voir le jour avec une logique de retour à la base. Alors je disais en introduction, le groupe Total croit également à la mobilité électrique. On a un certain nombre, donc une centaine de stations à recharge rapide en Europe. Et on réfléchit aussi à des solutions de recharge électrique, des solutions privatives qui incluent le matériel, qui incluent la fourniture d'électricité, puisque Total est aussi fournisseur d'électricité. On a fait une grande annonce avec Total Spring en fin d'année dernière, pour le particulier et aussi pour les clients professionnels.
Et puis, comme l'électrique à batterie ne couvre pas les trajets longue distance, eh bien peut-être que l'hydrogène, c'est une façon de combiner les avantages et les atouts du GNV avec ceux de l'électrique. Alors c'est une solution qui est encore très prospective aujourd'hui pour je dirais les limites qui ont été évoquées juste avant, mais qui techniquement peut permettre d'aller plus loin et de convertir, je dirais, vers une mobilité plus propre, ou vers une mobilité, je dirais, sans nuisance sonore, sans émissions à l'échappement. Alors je sais que tu es un spécialiste des carburants alternatifs, des carburants en général, et il n'y a pas cette notion d'hydrogène propre et d'hydrogène un peu moins propre. Enfin, il n'y a pas une étape à franchir sur la production d'hydrogène pour qu'il soit renouvelable? Les deux challenges qui rendent l'énergie hydrogène très prospective sont les suivants. Le premier, c'est le coût. Clairement, c'est le coût, et c'est même 3 challenges, puisqu'il y a le coût de la molécule, il y a le coût de la station et le coût du véhicule. Et aujourd'hui, on est sur des niveaux significativement élevés et qui repoussent l'accessibilité de cette solution à 5, 10, 15 ans peut-être. C'est un peu le modèle que citait Jean-Luc quand il disait carburant cher et véhicule cher, quoi. C'est ça. Et alors, le deuxième challenge, en effet, c'est de pouvoir assurer un sourcing, un approvisionnement de la molécule, qui soit une molécule qui a un impact environnemental limité, ou en tout cas maîtrisé, puisqu'aujourd'hui, l'essentiel de la production de l'hydrogène est d'origine gaz naturel, et il existe des solutions électriques en assurant une électricité verte qui permet de limiter l'impact réchauffement climatique de l'hydrogène. J'ai une petite question complémentaire. Tu citais 100 stations en Europe de recharge rapide en électricité. Et en France, il y en a combien sur les 100? En France, il y en a aujourd'hui 50. Et demain, donc sur les années qui viennent, on a un plan de déploiement pour équiper nos stations-service sur les grands axes de bornes de recharge électrique haute puissance. Et quand je dis haute puissance, ça veut dire 150 kW et plus. Donc pour répondre et pour apporter une expérience client qui correspond à quelque chose de plus si éloigné que ça des carburants conventionnels. Donc c'est un engagement fort et c'est quelque chose qui va venir assez rapidement pour accompagner le développement des véhicules électriques, du véhicule électrique. Et donc sur l'hydrogène, pour terminer, avant de laisser la parole à mon collègue d'Air Liquide, Total a une expérience de 15 ans sur la distribution d'hydrogène. Total, avec Air Liquide, est membre fondateur de la joint venture en Allemagne H2 Mobilité, qui est une joint venture qui s'est fixée comme objectif de déployer et de rendre accessible, ou démocratiser quelque part, la mobilité à hydrogène. C'est un plan donc, qui projette 400 stations-service dans le pays, en Allemagne, pour une flotte de véhicules de 200 à 250 000 véhicules à hydrogène. Donc ça c'est l'ambition. Aujourd'hui, on est à 35 stations à peu près en Allemagne. Il y en a plus du quart qui sont hébergées et opérées dans les stations Total. Donc la technologie est prête. Techniquement, sont des solutions qui sont accessibles, ou en tout cas les challenges sont plutôt derrière nous. Maintenant, il y a ces deux grandes questions du coût et d'un sourcing maîtrisé. Bien, merci Arnaud. Donc on va passer la parole à Luc Vandewalle qui va nous donner un peu la position d'Air Liquide, qui est une position assez récente sur le gaz carburant, hein, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, merci Gilles pour cette introduction. Donc, le groupe Air Liquide, effectivement, si on pouvait passer la première diapositive, ça serait génial. Donc vous avez vu tout à l'heure, on va passer la deuxième également. Là, le groupe, je voulais présenter, on est effectivement connu pour notre technologie, nos services dans les secteurs industriels et également la santé à domicile. Et vous allez voir, si on passe au slide suivant, que le groupe Air Liquide, en dehors d'être un gazier, a également cette vocation à vouloir développer des vecteurs d'énergie en s'appuyant sur des molécules qui sont vraiment déjà très bien maîtrisées par le groupe, sur lesquels des éléments de technologie supplémentaires vont permettre à ces vecteurs d'amener de la valeur ajoutée sur soit l'environnement, soit sur la santé. Donc on est en plein dans le cœur du sujet avec la mobilité. Donc en termes de transition énergétique, effectivement, nous, ce que l'on ambitionne, c'est de développer encore plus de gaz d'énergie renouvelable comme vecteur d'énergie, en s'appuyant, bien entendu, sur la biomasse, déchets organiques,
également des énergies telles que le solaire, telles que l'éolien, qui sont intermittentes, mais pour lesquelles on a, à partir de ce type de production, le moyen de produire du biogaz. Et effectivement, on a une technologie chez Air Liquide qui permet de purifier ce biogaz en biométhane, et effectivement, et également de produire de l'hydrogène. Et c'est sur ces deux molécules que l'on va principalement appuyer notre développement en termes de mobilité. Donc ce sont les deux molécules qui aujourd'hui, à notre avis, ont du sens en termes de développement d'une mobilité propre et bien entendu que l'on va développer. Alors sur le slide suivant, vous allez voir voilà, que notre particularité, je dirais notre différenciation est en fait qu'on est présent et qu'on intègre toute la chaîne de valeur du biométhane, depuis l'origine ou à partir des déchets dans le biodigesteur, et on est associé à des porteurs de projets avec lesquels on travaille pour acheter ce biogaz, le purifier. C'est le petit conteneur que vous voyez au milieu du slide qui, avec une technologie ici à membrane, technologie à liquide, permet de purifier ce biogaz en biométhane. Et ce biométhane, bien entendu, c'est le vecteur d'énergie que l'on souhaite et que l'on veut développer et qu'on peut valoriser de façon intelligente dans le monde du transport, à condition bien sûr de l'avoir disponible pour la distribution et le transport de marchandises au niveau de stations. C'est bien ça qui nous amène aujourd'hui à développer ces réseaux de stations en France et en Europe, comme vous allez le voir. Donc voilà, la logique, c'est d'être sur toute la chaîne depuis l'amont, le biogaz, le biométhane, à partir des déchets organiques, jusque la distribution dans le réservoir des véhicules pour les faire fonctionner. Et donc là, être sur toute la chaîne en amont, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui en France ? En France, ça veut dire aujourd'hui être présent avec des porteurs de projets, de développer des projets d'injection de biométhane. Donc on a vraiment cette volonté aujourd'hui et on contribue à développer des sites d'injection de biométhane. Et bien entendu de constituer ce portefeuille de biométhane de garantie d'origine qui permettent de porter la valeur du biométhane et de l'amener, alors évidemment sous forme d'un certificat, jusqu'à la distribution, jusqu'au client final qui pourra lui bien sûr en faire usage avec une valeur équivalente au nombre de mégawattheures injectés en amont de la chaîne. Alors si on continue au slide suivant, vous allez voir que effectivement, nous, on est convaincus que le bio-GNV, donc le biométhane, qui est effectivement notre ADN aujourd'hui, on va le retrouver effectivement alors, au niveau de nos stations de distribution sous forme biocomprimée, bioliquide. On a également un troisième vecteur d'énergie dont je vous ai parlé qui est l'azote, et je vais y revenir dans le slide suivant pour la température dirigée. Et puis bien sûr, on a ajouté la quatrième pompe qui est la pompe hydrogène, et on va également en parler aussi, qui dans un futur permettra également de proposer un autre mode d'énergie sur ce type de station. L'impact environnemental, il est important. Mes confrères l'ont décrit effectivement avec toute la justification et l'importance que cela comporte pour avoir une solution qui soit propre. Donc je ne vais pas revenir forcément là-dessus. Et puis, bien entendu, il faut qu'il y ait des développements et des technologies qui soient économiques, sinon on ne fait rien seulement avec l'aspect environnemental, même s'il est important. On a donc aujourd'hui, avec les véhicules que l'on voit apparaître au niveau du transport de marchandises et également des bus, un coût total de possession qui devient favorable par rapport au diesel et qui rend la solution attractive, bien évidemment, parce que ça, c'est quand même le nerf de la guerre, il ne faut pas l'oublier. Et puis ce biométhane, ce bio-GNV est pour nous, effectivement, la seule alternative crédible aujourd'hui, même si on sait qu'il y a des carburants bio-avancés qui sont en développement et qui existent. Mais économiquement, on a vraiment aujourd'hui la conviction et la certitude qu'on arrive à pousser ce modèle auprès de nos clients transporteurs et utilisateurs des stations avec un vrai retour sur l'investissement. On a de la biomasse qui est disponible, donc pour rebondir sur ce que disait Gilles, on est aujourd'hui également toujours mobilisé dans le développement de cette filière biométhane pour avoir suffisamment en amont de certificats biométhane pour alimenter l'aval de la chaîne dans le transport de marchandises. Et puis c'est un développement qu'on réalise de façon le plus rapide possible. On va le voir sur la diapositive suivante où vous allez pouvoir découvrir, si vous le connaissez déjà, notre plan de développement aujourd'hui en France notamment, mais pas que, puisqu'on s'intéresse également à des pays européens. Si je pouvais avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc,
La solution, la troisième molécule dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on retrouve sur nos stations, consiste, et c'est une solution encore une fois qui s'appuie sur de l'azote liquide associé à un groupe cryogénique. Cet azote liquide est embarqué et distribué sur nos stations avec une petite pompe dans un réservoir qui, par différence de pression, passe à travers un échangeur et libère dans la caisse du camion ces frigories. Donc on a là un moyen de produire du froid qui est très puissant en termes de chaîne du froid, en partant de moins 190 degrés, sous forme silencieuse, donc d'où l'association extrêmement intéressante et importante avec le bio-GNV, non polluante, puisqu'effectivement c'est de l'azote, et on passe effectivement d'azote liquide à azote gazeux, en libérant les frigories et en rejetant la composante gazeuse dans l'atmosphère. Ça tombe bien, il en contient déjà 70%, il n'y a absolument pas de pollution. Pas de bruit, pas de pollution, une réduction énorme du CO2 et puis bien évidemment une chaîne du froid extrêmement performante. Donc c'est la troisième molécule, le troisième vecteur d'énergie qu'on associe à nos solutions et que l'on trouve sur nos stations multi-énergie comme on les appelle et que nous proposons effectivement dans le monde du transport dirigé, de la température dirigée. Sur le slide suivant, vous allez voir à ce moment-là où on en est et quels sont nos projets de développement de stations bio-GNV. Donc on a aujourd'hui 9 stations déjà en opération qui fonctionnent sur le territoire français. On a un projet de 24 stations ici qui sont sur la carte avec 10 stations qui vont encore s'ouvrir cette année. Et on est sur un rythme d'ici 2020 encore aussi d'une dizaine de stations de façon à couvrir un maillage qui est une partie de la France. Bien entendu, on n'a pas l'ambition de couvrir tout le territoire, loin s'en faut, mais également avec nos confrères de parvenir à proposer au monde du transport des points d'avitaillement répartis de façon pertinente sur le territoire français et permettant de trouver ces vecteurs d'énergie, que ce soit le bio-GNC, le bio-GNL, l'azote et puis demain l'hydrogène. Pour votre information, on est également extrêmement actif sur des pays comme l'Angleterre, comme les pays nordiques, et puis on commence aussi sur l'Italie. Donc on a cette ambition de rayonner sur le reste de l'Europe, mais on veut absolument aujourd'hui profiter de l'élan qu'il y a en France, des mesures incitatives dont on a parlé qui permettent d'encourager le développement, l'achat de véhicules et d'arriver surtout à une équation économique intéressante aujourd'hui. On y arrive à le faire et on souhaite continuer de le faire dans les 2 années qui viennent avec nos confrères. Voilà, je crois que c'est le dernier. Il y a encore un slide derrière, juste pour illustrer comment se trouvent nos stations aujourd'hui avec cette composante azote pour le froid en température dirigée. Et bien évidemment, avec tous les acteurs aujourd'hui, qu'ils soient transporteurs ou donneurs d'ordre, qui participent à l'initiation de projets comme ceux qu'on a vus sur la carte, et ensuite au développement, au chargement de ces stations pour arriver à les rendre économiquement viables. Cela dit, on est sur des plans d'investissement de 10 à 15 ans et on a cette ferme certitude et volonté de continuer à développer la filière. D'accord. Et concernant l'hydrogène, alors, parce que vous êtes quand même un des spécialistes de l'hydrogène. Alors, effectivement, l'hydrogène, c'est une molécule qui nous intéresse depuis très longtemps d'ailleurs, puisque c'est une molécule que le groupe distribue dans ses activités industrielles depuis longtemps. Et il faut savoir aussi que c'est l'hydrogène qui a permis aujourd'hui de donner un signal en fait dans nos activités de développement du biométhane, puisque on s'est rendu compte que de développer l'hydrogène c'est bien, mais il faut le faire de façon propre, renouvelable, exempte de CO2. Et comme disait tout à l'heure Arnaud, il faut effectivement que si on distribue l'hydrogène, que du puits à la roue, cet hydrogène soit décarboné. Et donc c'est comme ça qu'on a pensé donc au biométhane, qui est une source d'énergie à partir de laquelle on peut produire de l'énergie, de l'hydrogène propre et décarboné. Et donc c'est comme ça qu'on est venu un petit peu dans notre réflexion et dans nos recherches diverses et variées à s'intéresser à la valorisation du biométhane. Pour revenir à l'hydrogène, on a effectivement, comme on le soulignait tout à l'heure, des ambitions assez fortes dans le groupe aujourd'hui, donc de développer à la fois la filière avec toutes les composantes qu'elle représente, de développer des stations en Europe et dans le monde. On a une centaine de stations aujourd'hui. On est extrêmement également investi dans le projet allemand que signe
signalé tout à l'heure à Arnaud, qui pour nous est un pays qui pousse énormément. Et puis effectivement, on a en France aujourd'hui déjà quelques stations qui sont disponibles, sur lesquelles on voit des véhicules venir s'avitailler. Vous avez par exemple sur Paris l'exemple de la société Hype qui a aujourd'hui 40 et bientôt 70 taxis qui fonctionnent en électrique hydrogène. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est l'hydrogène qui fournit l'électricité à travers une pile à combustible et qui permet de faire rouler ces véhicules qui ont aujourd'hui 500 km d'autonomie, qui peuvent traverser quand même des distances assez significatives. Il manque simplement encore 2 éléments importants pour que ça se développe plus vite. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un marché en développement dans lequel on est vraiment très volontaire, mais qui va prendre du temps pour développer des infrastructures, parce que comme pour le biométhane et le bio-GNV, il faut des stations pour pouvoir se ravitailler. Et puis deuxièmement, que les constructeurs, en dehors de ceux qu'on connaît aujourd'hui et qui sont un peu les pionniers en la matière, continue d'entraîner les autres et que l'on produise davantage de véhicules, ce qui fera baisser le coût des véhicules, qui est aujourd'hui encore une des difficultés économiques pour que vous et nous soyons capables d'acquérir ce véhicule au quotidien, les utiliser de façon raisonnable et économique. Donc on en revient effectivement toujours à la même question. Donc l'hydrogène, absolument, on est complètement investi et on y croit fortement. On le met sur nos stations, c'est la 4e pompe que vous avez vue tout à l'heure, mais on a aussi besoin de temps et je pense que c'est cette question de maturité qui va faire qu'on va encore avoir un certain nombre d'années, une dizaine au moins, avant laquelle on pourra voir fleurir ces stations et ces véhicules. La technologie fonctionne, on commence économiquement à y arriver. On a encore besoin de quantité de véhicules produits pour que ce soit plus abordable à l'achat. Et puis, bien évidemment, le maillage des stations qui va demander un développement de la part de tous les acteurs. Et encore une fois, plus on sera nombreux à travailler autour de cela, mieux ce sera pour accélérer ce développement. Mais je pense que pour nous, ce n'est pas encore demain matin, c'est plutôt dans quelques années. J'ai une question assez concrète, et puis après on va passer la parole à la salle. Mais je vois à peu près le prix d'une station gaz. Celle que tu as montrée qui est là, c'est autour d'1,5 million. Oui, entre 1 million et 2, on va dire 1,5 million, c'est le minimum qu'il faut considérer pour faire quelque chose qui soit suffisamment grand en termes de capacité pour être capable d'absorber le nombre de véhicules qui va grandir et qu'on voit grandir aujourd'hui. Donc il ne faut pas faire trop petit, c'est ce qu'on s'attache à faire. Et puis de faire en sorte que les stations soient suffisamment redondées ou techniquement capables de subvenir à une défaillance d'un îlot quand l'autre est en panne par exemple, de façon à ce qu'il y ait une fourniture ininterrompue. Donc ça c'est un élément important en termes de service à donner aux clients. On se doit d'être absolument irréprochable dans notre capacité à pouvoir servir ce type de carburant sur nos stations. D'accord. Et alors sur une station recharge rapide électrique, ça coûte combien, Arnaud ? Ça va coûter beaucoup plus cher qu'on ne pourrait l'imaginer. Ça va dépendre du type de matériel qu'on serait amené à installer. De façon assez étonnante, c'est parfois moins le matériel qui va coûter que la connexion au réseau, qui va coûter très cher. Parce qu'il y a un appel de puissance important, c'est ça ? Très important, et donc ça nécessite parfois de devoir renforcer les réseaux électriques en amont de la station, et ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord, c'est moins cher qu'une station GNLC, enfin une station Air Liquide. Alors on ne s'adresse pas au même véhicule, c'est pas le même, effectivement, entre une station poids lourd, y compris carburant conventionnel, et une station véhicule léger, on va avoir des différences. Pour du GNV, j'entends. Pour une station électrique, on est sur 1, 2, 3, 4 bornes qui fait 150 kW par borne, et là c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est clairement pas anecdotique. D'accord. Et alors l'un ou l'autre sur le prix d'une station hydrogène ? Station hydrogène, ça coûte autour de 2 millions d'euros aujourd'hui. 2 millions d'euros. Ah oui, avec des véhicules à 70 000 euros. Oui, c'est ça. Donc là, on a explosé le modèle de Jean-Luc. D'accord. Bien, on va maintenant se tourner vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour les industriels ici présents ? Oui, alors je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Oui, bonjour, Ángel Crespo de Molgas Energy. Une question pour les responsables de Liquide. Par rapport à BioGNL, comment est-ce que le processus d'obtention de BioGNL par rapport à BioGNV?
ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre Si, question. moi, j'ai compris, Jean-Luc. Oui. C'est le bio-GNC, c'est le gaz qui est rentré dans les réseaux et donc qui ressort sous forme comprimée. Et donc là, physiquement, le biogaz rentre dans le réseau et ressort du réseau. Et pour le bio-GNL, comment tu te sources en bio-GNL? C'est ça la question? C'est ça, merci. Oui. Merci. D'accord. Alors, le certificat bio, effectivement, on est capable de l'attacher en fait aussi bien sur du comprimé que du liquéfié. Donc ça, c'est, je dirais, une règle et puis une question, on va dire, administrative. Maintenant, quand on s'attache effectivement à la connexion physique entre le bio et ce qui coule dans le réservoir, on a aujourd'hui des études qui sont en train d'être finalisées et des calculs pour comparer en fait l'efficacité énergétique qu'il faut déployer pour obtenir du comprimé ou du liquéfié à la station, et puis le chemin et l'empreinte CO2 que l'on dégage en amenant soit du liquide depuis un port méthanier jusqu'à la station pour le pousser dans un réservoir, ou alors dans le réseau déjà aujourd'hui existant, vous savez qu'il y a au moins 20% de liquide qui est déjà vaporisé. Donc il faut le savoir. Donc dans ce mix liquide comprimé qu'on amène à la station par le réseau, l'énergie et l'empreinte CO2 qu'on développe pour le comprimer et le mettre dans le réservoir, quand on compare les deux, on trouve quasiment pas de différence. Donc aujourd'hui, on a quelque part, et ces calculs nous confortent dans cette approche qu'on est en train de commencer à partager même avec l'ADEME aujourd'hui, pour dire que du bio, qu'il soit comprimé ou liquéfié, on a toutes les bonnes raisons de l'attacher à l'un ou à l'autre avec un certificat, puisqu'en fait, en termes d'empreinte CO2 et d'efficacité énergétique, on est à peu près au même niveau. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on approche cette question, mais vous avez raison, elle mérite d'être posée, et puis le chemin, je dirais, physique conduirait peut-être à une conclusion un peu trop hâtive à mon goût aujourd'hui et qu'on peut facilement commencer à expliquer ou du moins démystifier pour qu'il n'y ait pas cet a priori de dire sur du GNL, je ne peux pas attacher un certificat bio parce que effectivement on voit le camion diesel qui amène le GNL à la station. D'ailleurs ça peut être un camion bio-GNV demain. Mais en plus les vrais calculs que l'on peut faire en termes d'empreinte CO2 et d'efficacité énergétique nous amènent quasiment à l'équivalence des deux procédés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on approche le sujet. Est-ce que, moi j'ai une petite question complémentaire, est-ce que vous travaillez sur des procédés de liquéfaction directement de production de biométhane qui permettraient de l'utiliser directement, donc d'avoir du biométhane, du bio-GNL physique? Oui, alors effectivement, Gilles, c'est un bon point. On est encore aujourd'hui en train de travailler sur des sujets, mais c'est vraiment on va commencer à faire des premiers pilotes sur ce type de technologie qui consiste effectivement à liquéfier donc, du gaz comprimé. Et le servir effectivement au plus proche du point de liquéfaction, ce qui aurait d'une part l'avantage alors je ne reviens pas sur la question de l'attache du bio par rapport au comprimé, mais du moins pour des points on va dire éloignés des ports méthaniers, d'avoir cette capacité d'avoir du bio-GNL à proximité en le liquéfiant sur place, si je puis ainsi m'exprimer. Donc oui, c'est des projets sur lesquels on travaille. Très bien, merci Luc. Oui. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question sur l'électrique. Parce qu'on parle depuis à la roue sur le diesel, le GNV, on prend tout en compte. Là, vous parliez sur liquéfié ou comprimé, on prend tout en compte. Et sur l'électrique, je trouve qu'on intègre très rarement l'empreinte carbone des batteries, tout ça. Donc, j'aimerais bien avoir votre position là-dessus. Oui, bonne question. Effectivement, on sent que les médias dernièrement prennent en considération ce point-là, puisque en fonction de comment on produit l'électricité, le bilan du puits à la roue, effectivement, n'est pas toujours aussi vertueux. Donc en France, l'énergie est nucléaire. Donc là, c'est plus un problème d'enfouissement des déchets. Mais en moyenne, en Europe, 40% de l'électricité provient d'usines à charbon. Et en fait, dans notre dossier de presse, nous écrivons qu'un véhicule fonctionnant au bio-GNV, que ce soit un véhicule particulier ou un véhicule utilitaire, quand il fonctionne au bio-GNV, il a un bilan du puits à la roue qui est équivalent à un véhicule électrique seulement lorsque l'électricité est propre. Voilà. Donc de type éolien ou usine marémotrice ou autre. Tu as répondu? Voilà. J'ai répondu. Bien, et on avait une question au fond là-bas.
Ça marche? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Alors, à échéance en fait très courte, 2022-2024, avec toutes les contraintes de distribution urbaine, moi j'ai juste une question, on n'est pas en retard? Sur le gaz, sur les véhicules, on le voit de plus en plus sur la distribution parisienne. Non, je crois pas qu'on soit en retard. Très concrètement, je rappelle notre vision. On va commencer la commercialisation, la mise à la route de véhicules électriques à partir du deuxième semestre 2019. Alors, Moi, je suis en distribution urbaine. Je suis plutôt un convaincu du thermique, enfin plutôt sur des modèles type GNV que de l'électrique, parce que les dommages, comme la première question, c'est chercher des métaux précieux. Enfin, tous les métaux pour fabriquer les batteries, je pense qu'on a des contraintes carbone fortes. Au niveau de l'environnement, comment en faire en recyclage? Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, je suis plus sur du thermique, plus à dire en fait sur ma flotte de véhicules à passer sur du GNV. Mais aujourd'hui, je me rends compte que moi, je travaille avec un loueur et c'est compliqué sur les stations, alors que je suis en région parisienne. Il y a très peu de stations, quoi. Et on est en 2018-2019 et les délais sont courts, quoi. Oui, alors je vais vous donner juste un chiffre sur l'Île-de-France. Il y a aujourd'hui 12 stations qui sont ouvertes aux poids lourds, enfin aux véhicules industriels. 12 stations, et il y en a 10 qui ouvrent en 2018. Donc on aura 22 stations en fin d'année. Voilà. Mais je crois que Fiat voulait donner quelques éléments, ou Total? Non, en effet, je me soutiens ce que tu dis, Gilles. Je pense que les stations, en effet, ça a mis beaucoup de temps à sortir de terre. Nous-mêmes, un groupe Total, je pense que les années d'accélération pour le gaz, on est cette année-ci, 2018, je pense une vraie année pour se révéler. Ça va être à partir de 2019 où on va atteindre un rythme soutenu, avec ce rythme de 20 stations par an. Je pense qu'il y a peut-être aussi limité les premiers temps pour les stations, c'est de se convaincre des modèles, de sentir aussi où sont les meilleures zones d'émergence et les besoins, où sont les besoins. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est plus à la recherche de qualifier le besoin, de qualifier la demande pour pouvoir nous aider à prioriser nos projets. On a donc deux types de stations qui voient le jour. On a des stations dites sur un modèle plutôt privé, où là, en effet, il faut s'assurer que si on construit une station, il y a des véhicules qui viennent. Donc on est à la recherche et on sonde le marché, on essaye de sentir où sont les projets prioritaires et les zones prioritaires. Et puis deuxième type de station, et ça je pense que ça fait écho à ta remarque Gilles, sont les stations qui sont liées à des appels d'offres de collectivités qui veulent offrir des solutions de transport local. Et la ville de Paris et les grandes agglomérations sont de bons exemples qui prennent en main ces sujets et qui sont en train d'ouvrir de nombreux appels d'offres dans les années qui viennent. Donc je pense qu'on est vraiment dans la phase, on a dépassé la première partie du S, vous savez, quand on a des développements, et là je pense qu'on est en train de gravir la pente. Donc soyez rassurés. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir nos plans de déploiement. Oui, vous pouvez venir sur le stand de la FGNV E136, on vous expliquera tout ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah bah tiens, on pourrait poser la question, on a un représentant de la FNTR qui est là. Est-ce qu'on pourrait lui amener un micro? Parce qu'avoir la position de la fédération, d'une fédération de transporteurs sur le sujet du gaz et de l'électricité peut-être? J'ai vu Benoît Daly. Tu peux juste dire bonjour si tu ne souhaites pas parler. Bonjour. Non, le sujet du mix énergétique, c'est le vrai sujet des 20 prochaines années, c'est clair. Il est clair qu'on a aujourd'hui... Donc tu es le secrétaire général de la FNTR. Merci. Voilà. Donc c'est le vrai sujet du transport routier, notamment du transport routier de marchandises pour les 20 prochaines années, ad minima et même au-delà. Et il est clair qu'aujourd'hui on est dans un tournant. On est dans un tournant d'abord parce que le message anti-diesel est extrêmement prégnant dans les médias. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait quelque chose qui soit négatif, que ce soit une mesure, que ce soit une enquête qui soit contre le diesel. Et il est clair qu'en la matière, on est dans le viseur. On est dans le viseur parce que nos véhicules aujourd'hui sont tous au diesel quasiment.
Et on a une prise de conscience de la part des professionnels qui sont embarqués maintenant dans la logique de la transition énergétique et dans la solution GNV en particulier, qui est la seule qui soit aujourd'hui à la fois fiable, disponible rapidement et d'un point de vue économique, et c'est le cœur du sujet aussi, qui soit compatible avec la réalité économique des entreprises. On est dans un secteur de TPE, PME qui a par nature une fragilité dans le rapport de force avec les donneurs d'ordre, donc un rapport de force qui est déséquilibré et une prise de risque qui ne peut pas être complètement disproportionnée. Et aujourd'hui, clairement, le transport a choisi, a opté très nettement en termes de carburant alternatif pour le GNV, et la solution électrique est vue avec un regard intéressant, mais quand on regarde de beaucoup plus près, aujourd'hui, la solution électrique, elle n'est pas viable économiquement. Et d'un point de vue contrainte opérationnelle, elle crée des contraintes qui sont extrêmement importantes en termes d'autonomie, ce qui n'est pas le cas du GNV. Donc, je vais pas faire trop long, mais c'est clairement aujourd'hui une tendance forte sur laquelle le marché français est en avance de phase par rapport aux autres marchés européens. Et il y a un effet d'entraînement, sachant que même au niveau européen, il y a la volonté d'accompagner la transition énergétique du transport routier de marchandises vers le GNV. Benoît, mais Jean-Luc, tu veux peut-être réagir parce que par rapport à l'offre que vous allez sortir là en électrique? Bien sûr, mais comme je me le rappelais, il ne peut pas y avoir d'offre électrique pour la totalité du marché français. Encore une fois, nous, on va segmenter notre offre électrique uniquement pour les véhicules urbains. On pense qu'il y a un vrai marché autour de ça. Il n'est pas question, et je le rappelais, il n'y a pas de solution unique. J'entends bien le haro sur le diesel aussi, mais il n'y a pas de solution unique pour la totalité du transport routier. Par contre, on est convaincu que l'électrique reste une vraie solution pour tout ce qui est courte distance et véhicules strictement urbains. D'ailleurs, on le voit même en utilitaire, nos confrères, on est alliés avec eux, c'est le groupe Renault-Nissan, présentent là sur le salon leur Master ZE, donc en Z2, pardon, leur utilitaire, qui est sur la base en fait technique de ce qui se fait avec leur véhicule Zoé. Donc ils vont commencer à le déployer là aussi en intérieur urbain à partir de cette année. Ils sont en phase de pré-commercialisation. Nous-mêmes d'ailleurs, on va chez Renault Trucks commencer à les commercialiser aussi. Donc encore une fois, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de solution, unique. Le gaz est tout à fait une solution pérenne. Nous-mêmes, nous avons 700 véhicules industriels qui tournent aujourd'hui au gaz. Donc on croit en plusieurs énergies dont le gaz a complètement sa place. Et vous avez raison, notamment sur le long haul, les grandes distances, je pense que le gaz a un vrai avenir aussi. Merci Benoît pour ta réponse positive à cette sollicitation de dernière minute. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôt le débat ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Mais écoutez, il me reste à vous remercier de l'attention que vous avez portée à ce sujet de l'énergie, des énergies alternatives. Je remercie les intervenants aussi qui ont donné leur position d'industriel. Voilà, c'est celle qui compte en général. Et puis j'espère que les pouvoirs publics en fait auront une approche beaucoup plus œcuménique sur les énergies alternatives, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on pousse beaucoup l'électrique. On ne pousse pas les autres énergies alternatives et c'est un petit peu dommage. Voilà, je vous remercie beaucoup.